Le poireau est une plante produite 2 fois dans l'année et largement cultivée comme plante potagère, mais aussi comme légume pour ses feuilles. Le poireau est donc composé de 2 parties essentielles, une partie qui est d'un vert foncé et une autre partie qui est blanche. Mesdames et messieurs, c'est avec cette définition de notre légume du jour que nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Capital Santé. Comme vous le constatez, nous parlerons aujourd'hui du poireau et de ses différentes propriétés avec notre invité, le docteur Ndara, qui n'est plus à présenter. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir chaque fois ici. Nous sommes heureux de participer également à cette émission. Ok. Comme vous l'avez entendu, docteur, aujourd'hui, notre thème, c'est le poireau. Tout ce que nous savons du poireau, c'est que c'est un légume, mais nous ignorons très souvent ses qualités. Alors, docteur, quelles sont donc les propriétés nutritives du poireau, pardon? Bien, le poireau, je voudrais d'abord ajouter que le poireau est de la même famille que l'oignon et l'ail. Donc, dans le poireau, la seule différence, c'est que le bulbe ne s'est pas développé. C'est pour ça que la tige est toute droite. Et la partie blanche que vous avez mentionnée ne présente pas de bulbe. Mais le poireau nous apporte des hydrates de carbone, c'est-à-dire des sucres. Il nous apporte également 2 vitamines importantes, la vitamine A et la vitamine C. Les autres vitamines sont en très petite quantité pour être mentionnées. Le poireau nous apporte également du magnésium, du potassium et du fer. Et il nous apporte des fibres alimentaires. Cette apparence de pauvreté au niveau de la composition, l'apport nutritionnel du poireau cache quelque chose de très important. C'est que le poireau a une huile essentielle qui est très importante pour la santé de l'homme. Hormis les propriétés nutritives, certainement qu'il doit avoir des propriétés propres à lui. Enfin, je veux dire des propriétés effectives. Tout à fait. L'huile essentielle de poireau a beaucoup de vertus. D'abord, au niveau des maladies des articulations. Essentiellement la goutte, qui est une maladie due à la présence de beaucoup d'acide urique dans le corps. Et cette maladie, lorsqu'on utilise le poireau nous permet, la consommation du poireau nous permet d'éliminer cet acide urique dans les urines. Et cela permet ainsi de soulager nos articulations qui font terriblement mal. Donc, si je comprends bien, oui, lorsqu'on consomme le poireau, il agit au niveau des articulations. Tout à fait, parce que le poireau comporte une huile essentielle qui a une action bénéfique au niveau des articulations, particulièrement dans la maladie que j'ai mentionnée tout à l'heure, la goutte. Tout à l'heure, nous y reviendrons. Voilà. Alors, parlons un peu des fonctions de chacune de ces composantes dans l'organisme. Oui. Les composants que nous avons mentionnés, il y a encore d'autres vertus médicinales dont nous allons parler plus tard. Plus tard, effectivement. Mais disons qu'au niveau des vertus, la vitamine A, nous la connaissons, elle est importante pour le bon fonctionnement des yeux, des muqueuses et de la peau. C'est une vitamine importante. La vitamine C également, elle est très utile dans l'absorption du fer, ce qui permet de lutter contre l'anémie. Mais elle a également des vertus par rapport aux défenses du corps, à notre système immunitaire qui devient plus performant. Donc, les autres éléments, comme nous l'avons dit, les hydrates de carbone, c'est pour l'énergie, pour nous permettre de fonctionner, de mener nos activités. Le poireau n'a pas de protéines, il n'a pas de graisse qu'il nous apporte, en dehors de l'huile essentielle que nous avons mentionnée tout à l'heure. Donc nous ne voyons pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent, mais il y a les sels minéraux. Le magnésium, le potassium et le fer, qui sont très importants. Par exemple, le fer, nous en avons parlé pour lutter contre l'anémie. Et les autres éléments qui sont nécessaires dans l'équilibre de notre corps. Ok. Nous arrivons maintenant aux vertus thérapeutiques du poireau. Oui. Est-ce qu'il en a?
Oui, comme nous l'avons mentionné un peu plus haut, le poireau a une huile essentielle qui est très utile dans les maladies des articulations. Nous avons mentionné la goutte, qui est due à un excès d'acide urique dans le sang. Et lorsque nous consommons du poireau, ça permet d'éliminer cet acide urique dans les urines, soulageant ainsi les articulations. Un autre problème de santé dans lequel le poireau peut être très utile, c'est dans la bronchite et même dans la sinusite, parce que là, le poireau agit en permettant de fluidifier les sécrétions. Lorsque nous avons une bronchite, ça permet ainsi d'évacuer plus facilement les sécrétions qui nous encombrent au niveau de notre poitrine. Également au niveau de la prévention du cancer, particulièrement du cancer du gros intestin, le poireau intervient parce qu'il est riche en fibres alimentaires. Donc voilà, le poireau présente des vertus très intéressantes. Je le rappelle, au niveau des articulations, au niveau des bronches, lorsqu'on a une bronchite ou une sinusite, également pour ce qui est de la prévention du cancer. Ok. Le poireau peut s'avérer un aliment utile pour ceux qui désirent lutter contre le cholestérol. Oui. Il intervient aussi au niveau du système immunitaire. Tout à fait. Et là encore, nous avons découvert que le poireau aussi agit sur le système cardiovasculaire. Comment est-ce que cela est possible? Voilà, le poireau est pauvre en graisse, comme nous l'avons mentionné. Et donc, le poireau ne comporte pas de cholestérol. Donc, c'est un élément important dans une alimentation où nous voulons diminuer le cholestérol dans le sang. Alors, si le cholestérol est diminué dans le sang, cela permet de prévenir ou au moins de soulager les maladies du cœur et des vaisseaux. Donc, c'est pour ça que le poireau joue un rôle dans les maladies, dans la prévention et dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires à cause de la faible quantité de graisse dans sa composition. Bon, parlant de l'autre maladie que vous avez mentionné, les résistances, pas des maladies, plutôt un effet bénéfique du poireau au niveau du système immunitaire, c'est à cause de sa richesse, par exemple, en vitamine C. Voilà. Ça, nous l'avons mentionné aussi. Ça permet de renforcer les défenses du corps afin de lutter contre les microbes et des maladies. Au niveau du cancer, le poireau intervient essentiellement à cause de sa richesse en fibres alimentaires. Quand vous parlez de cancer, de quel genre de cancer? Parce qu'il en existe tellement. Voilà. Le poireau intervient dans le cancer de l'ensemble du tube digestif, c'est-à-dire le cancer de la bouche, cancer de l'œsophage, cancer du gros intestin. Des études ont été faites qui montrent qu'une consommation fréquente du poireau permet de prévenir ces cancers. Alors, vu cette pauvreté du poireau en certains éléments nutritifs, il convient donc de l'associer à d'autres éléments encore pour qu'il soit véritablement consistant. Tout à fait. Ok, alors lesquels? Bien, le poireau est un légume, on peut le consommer à plusieurs sauces, à plusieurs potages, je ne sais pas. On peut l'associer à d'autres légumes, par exemple les oignons et la tomate, par exemple. Parlons de la tomate. Quels sont les avantages que la tomate peut apporter à notre corps? D'abord sur le plan nutritif et ensuite sur le plan médicinal. Mais allons d'abord avec le plan nutritif. Voilà, la tomate est un aliment riche en eau. Elle est constituée essentiellement d'eau. Elle est également riche en vitamine C. Elle comporte également les vitamines B1, B2, les folates. Elle est riche en sels minéraux, magnésium, potassium, sodium. Elle est également riche en fibres,
Donc la tomate a des éléments très intéressants pour notre alimentation. Ok. Là, tout à l'heure, vous avez mentionné la fibre. Oui. Le poireau aussi en a. Toujours. Donc, ça fait déjà un surplus de fibres. Tout à déjà, fait. si on les associe. Les légumes, en général, lorsqu'on les mange tels quels, comportent beaucoup de fibres alimentaires très utiles pour notre santé. Vu la pauvreté du poireau dans certains éléments nutritifs, ne convient-il pas de l'associer avec d'autres végétaux ou d'autres aliments encore pour qu'il soit plus riche, pour avoir précisément une alimentation plus équilibrée? Vous avez parfaitement raison de poser cette question. Comme nous l'avons constaté, dans la constitution du poireau, ce n'est pas un aliment complet. Donc, pour avoir une alimentation équilibrée, il ne faut pas consommer rien que du poireau chaque jour. Il faut plutôt l'associer ou le combiner à d'autres aliments, à d'autres végétaux. Lesquels? Les oignons, pourquoi pas la tomate. Je crois que ça peut faire une bonne combinaison. Tout à fait, cela tombe bien. Alors, pendant qu'on y est, docteur, nous allons parler un peu des avantages de la tomate. Quels sont les avantages que la tomate peut apporter à notre organisme? D'abord sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan médicinal. Mais nous allons d'abord partir avec le plan nutritionnel. Voilà, sur le plan nutritionnel, la tomate nous apporte d'abord beaucoup d'eau, parce que elle est constituée de près de 94% d'eau. Elle nous apporte également des glucides, des protéines, ça c'est très faible quantité. Elle nous apporte des vitamines, essentiellement la vitamine C, la vitamine B1, B2, les folates, la vitamine B6. Elle nous apporte des sels minéraux, mais surtout du fer. En plus de tous ces éléments, la tomate nous apporte beaucoup de fibres alimentaires. Vu la constitution de la tomate, certainement que tout comme le poireau, ces éléments constitutifs ont chacun un rôle à jouer dans le corps. Parfaitement. Quand on dit la vitamine A ou la vitamine C, parlant de la tomate, c'est l'équivalent de la même vitamine dans le poireau ou dans un autre aliment, avec les mêmes fonctions. Par exemple, la vitamine C, elle permet d'absorber facilement le fer et lutter contre l'anémie. Elle permet également de renforcer les défenses de l'organisme. Et elle participe à beaucoup de réactions du métabolisme du corps humain. Qu'en est-il des vertus médicinales? Bien, les vertus médicinales dépendent de la tomate, viennent des éléments constitutifs non nutritionnels. Et dans ce groupe-là, c'est vrai, nous avons mentionné les fibres, mais en fait, les fibres ne sont pas nutritionnelles. Donc, il y a les fibres que nous trouvons dans la tomate, qui sont très importantes. Il y a le colorant qui donne la couleur rouge aux tomates, c'est le lycopène. Ce colorant-là a beaucoup de vertus. Donc, nous avons parlé de la fibre, nous avons parlé de colorant, nous avons parlé du fer et de la vitamine C. Ces éléments sont très importants, n'est-ce pas? Parce qu'ils participent également dans le côté curatif, dans la valeur curative de la tomate. Alors, docteur, aujourd'hui, nous constatons sur le marché qu'il y a tellement de tomates que les gens transforment pour les mettre en sachet et les revendent ensuite dans nos différents marchés. Alors, vous parlez de lycopène, n'est-ce pas? Oui. C'est ce colorant-là qui donne cette couleur rouge à la tomate. Voilà. Alors que quand nous allons sur le marché, que nous achetons ces tomates déjà en sachet, nous les utilisons dans la confection de nos plats. Nous les utilisons pour la préparation de certains repas. Docteur, lorsque nous les utilisons, aujourd'hui, on remarque que la viande ou le poisson prend une couleur rose. Rose. Ouais. Est-ce que cela vient du lycopène de la tomate ou est-ce la présence de certains éléments qu'ils ont dû ajouter à la fabrication de ce produit-là?
Bien, essentiellement, le lycopène de la tomate, je crois, est suffisant pour donner la couleur rouge à la tomate, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ça j'ai des difficultés à répondre à cette question. Je ne sais pas, dans la production de la tomate, dans la production industrielle de la tomate en pâte ou en purée, si on ajoute d'autres éléments. Mais si vous prenez du fruit de tomate et vous l'écrasez, ça vous donne une couleur rouge. C'est vrai qu'elle n'est pas trop foncée, mais nous pouvons penser que la couleur foncée, rouge foncé dont vous parlez, est due au fait que la tomate a perdu beaucoup de son eau. Donc la tomate se mange sous toutes ses formes et apporte ces vertus-là. C'est-à-dire que ce soit cru, en purée, en sauce, en jus, parce qu'il y a du jus de tomate, qui a également beaucoup d'effets bénéfiques. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que le fait de réduire la tomate en pâte, sans toutefois passer à une transformation, peut donner cette couleur rose dont je parle là à certains des ingrédients que nous utilisons pour nos préparations? Bien, oui et non. Oui, parce que nous avons constaté dans les communautés où on sèche la tomate, lorsqu'on l'utilise, elle a vraiment cette couleur dont vous parlez. Mais comme nous l'avons dit, nous ne savons pas au niveau des industries, ça nous allons le vérifier, si on ajoute d'autres éléments pour rendre cette tomate rouge. Ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas s'il y a un élément additionnel qui s'ajoute à la manière dont on fabrique la tomate en purée industriellement. Parlons un peu des propriétés médicinales de la tomate. Quelles sont les différentes maladies dans lesquelles la tomate peut intervenir? Bien, il y a un certain nombre de maladies et la recherche le prouve où la tomate peut intervenir. Par exemple, en parlant de lycopène, ces pigments rouges qui donnent la couleur rouge de la tomate, on a constaté qu'il était également présent au niveau des testicules et au niveau de la prostate. Et que cette substance interviendrait dans la prévention du cancer de la prostate, qui est un problème très courant aujourd'hui. Donc, plusieurs de ces chercheurs pensent que si l'on consomme plus de tomates, cela permettrait d'éviter ou de prévenir le cancer de la prostate, ainsi qu'une autre maladie de la prostate qui est également très importante chez les hommes, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. On appelle encore ça vulgairement l'adénome de la prostate. Alors, docteur, c'est quoi cette maladie? C'est une maladie qui survient chez les hommes, puisque c'est les hommes seulement qui ont la prostate. À partir de 50 ans ou plus, la prostate peut se développer, peut prendre des proportions plus grandes, elle devient plus grosse, et en devenant plus grosse, elle coince, elle serre le tube qui permet d'évacuer les urines à l'extérieur, qu'on appelle l'urètre. Et lorsque la prostate grossit, elle coince, donc elle serre sur ce tuyau d'urine et l'étrangle systématiquement. Ça fait que celui qui souffre de cette maladie aura des difficultés à uriner. Alors, il ne s'agit pas d'un cancer, il s'agit tout simplement de la glande qu'on appelle la prostate qui se développe à partir d'un certain âge, généralement à partir de 50 ans. C'est ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. Mais revenons aux propriétés médicinales de la tomate. La tomate permet également de stimuler les défenses du corps. En comment? Oui, parce qu'elle est riche en vitamine C, par exemple. La tomate permet également de lutter ou de prévenir les maladies cardiovasculaires. Parce que la tomate n'a pas d'huile, n'a pas beaucoup de graisse, n'a pas de cholestérol dans sa composition. Donc elle convient parfaitement dans un régime
qui permet de lutter contre les excès de cholestérol dans le sang. Voilà. Donc, avec les fibres de la tomate, nous pouvons également prévenir certains cancers comme le cancer de l'intestin, le cancer du gros intestin. Vu ce que vous venez de dire, est-ce la raison pour laquelle on dit que la tomate est un aliment de l'appareil reproducteur? Tout à fait. Et comme je l'ai mentionné, le lycopène, qui est le pigment rouge, se retrouve dans les gonades, au niveau des testicules, au niveau... Donc, la tomate devient un aliment, n'est-ce pas, un médicament du système reproducteur. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Et merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. Nous allons tout de suite en cuisine rejoindre Élodie pour découvrir encore une de ses merveilles. Chers amis téléspectateurs, nous sommes en cuisine ici encore une fois avec notre cordon bleu Élodie. Salut Élodie. Salut Charles. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui encore comme recette? Aujourd'hui, je vais vous présenter une soupe aux légumes accompagnée de couscous. Une soupe aux légumes accompagnée de couscous. Alors, quels sont les différents ingrédients qui interviennent dans la préparation de ce plat? Bon, j'ai besoin bien évidemment de couscous. Oui. J'ai besoin de concentré de tomates. Oui. De légumes. Oui. Pré-cuits. De ma farce. J'ai besoin aussi. La farce qui est là. Alors, oui. Qu'est-ce qui a permis d'obtenir cette pâte-là? Cette pâte a été faite à base de gingembre, de poivron, d'ail et puis de sel. Ok. J'ai aussi besoin de champignons et puis de farine. Ok. Alors, donc, nous allons aller en même temps avec la préparation. Okay. D'accord. On va commencer avec le couscous. Oui. J'ai le couscous là dans le bol et j'ai de l'eau que j'ai fait bouillir. Oui. Et j'ai de l'huile d'olive. Donc, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je vais bien mélanger. Ok. Ensuite, je vais ajouter mon eau bouillante. Oui. Donc, il faut que le couscous soit bien trempé dans l'eau. Et ensuite, on va le passer au feu. Non, on va laisser reposer quelques minutes. Lui, il ne passe pas au feu. Non, il ne passe pas au feu. Mais très souvent, on voit avec certaines femmes qui font le mélange ensuite, qui le mettent au feu juste pour le cuire à la vapeur. Oui. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. On peut bien s'en passer. Avec de l'eau bouillante, on trempe le couscous, on laisse reposer et il est prêt. Ok. Alors, pendant qu'on laisse le couscous reposer, nous allons passer tout de suite à la soupe. D'accord. On va passer à la soupe. Donc, on a besoin de poireaux et d'oignons, déjà. Donc, j'ai mon oignon que je vais rincer. Ensuite, je vais découper. Ensuite, je vais prendre mes poireaux qui ont été déjà lavés, nettoyés. Et je vais aussi les découper en petits morceaux. Je les coupe en petits morceaux parce que dans ma recette, ils seront mis en presque fin de cuisson. Oui. Donc, pour faciliter la cuisson, je les coupe en petits morceaux. Il est très bon pour assaisonner la nourriture, parce qu'il est bien parfumé. Okay. Donc, le bout, il est un peu dur, donc on va le laisser. Ensuite, on passe à quelle étape?
Je vois déjà le champignon et je vois aussi la farine. Alors, à quoi est-ce que ça sert? C'est pour faire une farce. Normalement, je peux utiliser le gluten. Mais là, c'est comme du gluten, mais c'est comme un remplaçant. D'accord. Ok. Donc, j'ai la farine. La farine. Ensuite, la farce. La farce déjà apprêtée. Ensuite, un peu d'huile d'olive. Une demi-cuillerée d'huile d'olive. Une pincée de sel. Je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute de l'eau. Donc, il faut que ça soit bien homogène, bien mélangé. Donc, quand on obtient une pâte compacte, on arrête d'ajouter l'eau. Tout dépend de la qualité de la farine qu'on utilise. Donc là, j'ai ma pâte. Je suis sûre qu'elle est bien homogène. Ensuite, je vais passer à la confection de mon gluten. D'accord. Donc, c'est très facile. Je prends un peu de ma pâte, que je mélange. Ensuite, je vais incorporer un champignon dans ma pâte. Comme ça. Incorporer encore un deuxième avec le champignon à l'intérieur. Et voilà. Donc, on peut passer maintenant à la préparation de notre soupe. Ok. On va d'abord faire revenir les oignons. Ensuite, on pourra ajouter la tomate, poivron, le reste de notre farce, de l'eau et après les champignons. Ensuite, on ajoute notre gluten. On laisse cuire pendant 10 minutes. 10 minutes. Ensuite, on ajoute nos légumes précuits. Ok. On assaisonne et c'est prêt. Et c'est prêt. Alors, on passe maintenant à... On va voir notre couscous. D'accord. Donc, comme on le voit ici, le couscous, il a bien monté. Donc, on va mélanger pour être sûr qu'on n'a plus besoin d'ajouter de l'eau. Notre couscous est prêt. Pendant ce temps, notre sauce, elle est au feu. Minute après, ça, c'est ce que nous obtenons après cuisson. Après cuisson. On va bien présenter pour que les téléspectateurs puissent voir. Voici ce qu'on obtient après cuisson. Et là, nous voyons le gluten, les champignons et tous les légumes qui ont servi à la confection de ce plat. Et il est prêt. Il est prêt. Ok. Chers amis téléspectateurs, nous vous présentons le couscous accompagné à la soupe de légumes. Alors, notre repas est prêt. Chers amis téléspectateurs, notre plat, il est prêt à être dégusté. Et quant à moi maintenant, je vous dis merci de nous avoir suivis parce que nous sommes au terme de cette émission. Tout en espérant vous retrouver prochainement, nous vous souhaitons une très bonne santé dans vos assiettes. Au revoir.